Alors, chers amis, je vais tomber dans le vif du sujet, mais avant d'y aller, je voulais simplement vous dire une chose. Cette année, les 6 premiers mois de l'année 2016 seront marquantes pour le Canada dans ses relations avec l'Asie. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau gouvernement fédéral d'élus, qui a une nouvelle perspective sur l'Asie. Et très rapidement, dans la nouvelle année, le nouveau gouvernement va devoir laisser ses marques. Il y aura une mission économique qui sera dirigée par le premier ministre Trudeau en Chine, en Inde. Le G8 a lieu à Tokyo au mois de mai et le G20 a lieu en Chine au tout début du mois de septembre. Alors, de fait, ça arrive comme ça. La première partie de l'année 2016 sera beaucoup une année ou une partie Asie, où le gouvernement fédéral, parce que ce n'est pas des circonstances habituelles, lorsqu'un nouveau gouvernement est élu, lorsqu'il arrive avec un mandat aussi important que celui du gouvernement de M. Trudeau, bien forcément, il va aller définir en quelque sorte les nouvelles politiques du gouvernement, la nouvelle approche canadienne vis-à-vis l'Asie pour les 10, 15, pour les 20 prochaines années. Et tout ça, une bonne partie de ça va se décider dans les 6 prochains mois. Alors, c'est vraiment le timing, en d'autres mots, est très bon pour nous, pour réfléchir sur notre relation avec cette partie-là de la planète, ce que ça veut dire et comment on doit aborder notre relation à la fois commerciale avec l'Asie. Je vais vous parler d'économie émergente, de commerce du Canada, où on se situe, le partenariat transpacifique, et après ça, la conclusion sur là où je pense qu'on doit se positionner, nous, sur la planète dans ce contexte-là. Le tableau que vous voyez là est peut-être un peu difficile à voir de l'endroit où vous êtes et préoccupez-vous pas trop des chiffres, mais il y a 3 choses dans le tableau. J'attire votre attention sur les bulles qui sont dans le bas, qui sont en jaune. Et dans le bas, ce qu'on fait, c'est on essaie de mesurer la taille de la classe moyenne dans certaines régions du globe de 2009 à 2030. Alors, la première, à gauche, vous avez la bulle 2009 et à droite, 2030. Vous remarquerez que du côté de l'Asie-Pacifique, à droite du tableau, vous avez une croissance exponentielle de la classe moyenne dans cette région du globe. À côté d'Asie-Pacifique, c'est la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors, les chiffres sont plus modestes, mais quand même une croissance. Et après ça, bien, c'est Sub-Sahara et l'Afrique. Alors, on passe de 32 millions à 107 millions, mais sur un continent qui va faire plus d'1 milliard d'habitants. C'est quand même significatif, soit dit en passant, dans cette région-là du globe. L'Europe, croissance modeste de 664 à 680. Et l'Amérique centrale et du Sud, 180 à 313. Mais juste à côté, je vous signale qu'en Amérique du Nord, selon la projection, c'est le seul endroit où il y a une réduction, une diminution de la classe moyenne de 338 millions de personnes à 322 millions de personnes. Alors, ce chiffre-là illustre, en quelque sorte... Oups, j'ai perdu l'image. Je ne sais pas si c'est moi. Bon, alors je vais avancer. Alors, ça illustre, en quelque sorte, un des mouvements qui motive et qui amène les gouvernements à vouloir conclure des accords de libre-échange. La deuxième partie, c'est les carrés qui donnent le nombre de personnes, c'est-à-dire le PIB projeté pour 2030, pour les top 10 en termes de pays de classe moyenne et sur le plan économique. Et je veux attirer votre attention sur l'Inde, qui est à 12,8 trillions, la Chine, qui est à 10,10 trillions environ, et après ça, vous avez des chiffres qui sont beaucoup plus modestes. Et cela explique aussi l'intérêt grandissant de tous les pays pour cette région-là du globe. Et finalement, les derniers chiffres, c'est les couleurs. Ce que vous avez en rouge, c'est là où il y a une croissance de population. En bleu et en bleu foncé, une décroissance de population. Et quand on met tout ça ensemble, vous voyez du côté de la Russie, par exemple, il y a un problème très sérieux en Russie de décroissance de population. En Chine également. Alors, il y a une expression qui veut que, en anglais, on dit « China will get older before they get rich ». Parce qu'ils ont, dans cette zone-là, et ça inclut des pays de l'ASEAN, je prends la Thaïlande, Singapour, sont des pays également qui ont des enjeux
très sérieux de vieillissement de population. Et ça aussi, c'est un facteur. Pourquoi l'Afrique paraît plus intéressant alors que c'est un continent qui est relativement pauvre, 1 milliard d'habitants avec des enjeux, mais l'Afrique a une population très jeune avec des trous de croissance qui sont intéressants, donc un avenir qui est beaucoup plus prometteur. Alors ça, c'est un des facteurs dont il faut tenir compte. Après, on arrive sur la question des économies émergentes. Alors, d'ici 2025, pour continuer sur le même thème, la consommation annuelle provenant des marchés émergents va atteindre 30 encore billions de dollars. Et McKinsey, qui est la grande maison de consultation, a dit une chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Alors, McKinsey, c'est une boîte intéressante. McKinsey dit, ce phénomène-là de la nouvelle middle class dans le monde, la nouvelle classe moyenne, c'est le phénomène ou l'événement le plus important qui est arrivé depuis la création du capitalisme. C'est pas rien. C'est dire à quel point cela aura un impact sur les choix que nous allons faire. Après ça, sur les économies émergentes, bien, il y a une autre expression, il m'est arrivé de faire d'autres présentations où le titre, c'était « It's all about China ». Peu importe les enjeux que vous abordez aujourd'hui, ça revient constamment ou très souvent à ce qui se passe en Chine. D'ailleurs, sur le plan économique, aujourd'hui, sur la planète, si vous lisez une analyse, peu importe le journal que vous lisez, que ce soit sur la monnaie, que ce soit sur les commodités, la Chine sera toujours dans les premiers paragraphes. Alors, dans ce cas-ci, le tableau que vous voyez là illustre le fait qu'en sortie de crise, la Chine est devenue le premier producteur mondial de biens et a surpassé les États-Unis. Et d'ici 2030, la Chine aura 20 de la classe moyenne mondiale dans son pays. Sur les économies émergentes, toujours, c'est le premier partenaire commercial. À chaque fois qu'un premier ministre canadien allait à l'extérieur du Canada, il disait toujours, nous, ce qui caractérise le Canada, c'est qu'on est le premier partenaire économique des États-Unis. Puis à chaque jour, c'est 2 milliards de dollars d'échanges économiques entre nous. Eh bien maintenant, chers amis, nous ne le sommes plus. Le premier partenaire économique des États-Unis, c'est devenu la Chine. Et ça sera le cas pour de plus en plus de pays, plus le temps avancera. La Chine devient, et d'ailleurs, c'est le morceau du casse-tête manquant dans les relations commerciales. M. Curtis y a fait référence, il y avait fait référence aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait intensifier notre relation économique avec la Chine? Eh bien, on aura une partie de la réponse dans la première partie de l'année avec la visite de M. Trudeau. Et là, bien, vous avez 14 accords de libre-échange conclus dans les 5 négociations. C'est dans ce cas-là Peter Harder qui a présidé l'équipe de transition en passant de M. Trudeau et M. Manley qui disent c'est le morceau qu'il faut, c'est le morceau du casse-tête qu'il nous faut maintenant trouver pour l'avenir économique du Canada. Toujours sur les économies émergentes, vous y avez fait référence aujourd'hui parce que là, on va vous parler du PTP et l'accord avec l'Europe. Mais je l'ai inclus aujourd'hui dans la présentation parce qu'on a tendance à négliger le fait ou à ne pas suffisamment tenir compte du fait que les Chinois ne sont pas assis sur leurs 2 mains, là. Le projet de Silk Belt, Silk Road est un projet très important pour le président Xi Jinping. Et la vision que lui a, c'est d'ouvrir l'économie sur l'Asie centrale en allant vers l'Europe. Et c'est un grand projet d'investissement en passant d'infrastructures, où dans la vision du président chinois, les compagnies chinoises iront sur le terrain à l'extérieur du pays construire des ports, des aéroports, des routes et des infrastructures. Alors, ils ne sont pas du tout en période de réflexion. Ils sont engagés dans ce projet-là, sur lequel il y a beaucoup de questions en passant. Ce n'est pas évident pour eux de le faire. Mais ils ont une vision. Ils ont une idée de ce qu'ils aimeraient faire. Il y a l'Union économique eurasienne également, que M. Poutine pousse, qui inclut la Russie, l'Arménie, Bélarus, Kazakhstan, Kirghizistan, et qui a été fondée en mai 2014, un peu la réplique de Poutine à l'Union européenne et à ce que font les Américains. Puis il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, qui existe depuis très longtemps, que les gens oublient aussi, que je voulais rappeler à votre bonne mémoire parce qu'il se passe des choses de ce côté-là également. Et finalement, in Central Asia, it may be that China will be the major driver of economic development, while Moscow will remain the dominant hard security provider.
il y a, avec ce qui se passe sur le plan géopolitique et les relations tendues de la Russie avec l'Europe, avec l'Occident, ça a créé un rapprochement entre la Russie et la Chine que, franchement, on n'attendait pas il y a 10 ans, parce que les relations entre la Russie et la Chine ont toujours été historiquement tendues. Et certains analystes en viennent à la conclusion que, dans le fond, là où la relation va aller, c'est que les Chinois vont dominer sur le plan économique, ou peuvent, ils ont le potentiel, mais les Russes vont toujours, sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire, être très présents et dominants dans cette région-là de l'Asie centrale. Les grands blocs économiques, alors là encore, les chiffres sont difficiles à voir, mais il y a une façon de voir, il y a toujours une façon, ça dépend de l'angle qu'on prend pour voir le monde. Mais dans le fond, il y a un angle que je vous propose qui est le suivant. Regardons ça en 4 blocs. Parce que dans le fond, il y a actuellement sur la planète 4 grands blocs économiques qui sont d'à peu près de la même taille. Les États-Unis, le Canada et le Mexique, la zone de l'ALENA, c'est à peu près 26 du PIB mondial. L'Europe, 24 Chine, Inde et les pays de l'ASEAN, l'Asie centrale, et le Japon, 25 du PIB mondial. Et après ça, bien, vous avez le reste de la planète, Amérique latine, Europe orientale, Afrique, Moyen-Orient, Russie. Alors, il y a des blocs qui sont en train d'émerger. On a parlé un peu plus tôt de Doha, puis je vais en reparler de la ronde de Doha, de l'OMC. Et en réaction à l'échec de l'OMC, de la ronde de Doha, du fait que c'est anémique, dans le fond, on voit des blocs qui sont en train d'émerger et qui sont en train de se constituer en blocs économiques. Le statu quo, bien, on arrive sur l'OMC, donc je ne m'attarderai pas beaucoup là-dessus. Les difficultés, essentiellement, c'est dans le fonctionnement de l'OMC, avec des règles de fonctionnement qui commandent l'unanimité ou presque. Vous vous imaginez que c'est très difficile de faire des avancées. Et depuis 2007, la ronde de Doha a dérapé. D'ailleurs, c'est dans cet environnement-là, en 2007, Diane y a fait référence, que le Canada, parce que c'est moi à ce moment-là qui le propose aux Européens de faire une entente avec le Canada. Après l'échec de la ronde de Doha, Peter Mandelson, qui est le commissaire au commerce de la Commission européenne, propose aux pays membres, qui sont au nombre de 27 à l'époque, de formuler une nouvelle politique commerciale qui vise les économies émergentes. C'est ça son projet. Et nous, les Canadiens, on arrive à ce moment-là, puis on leur dit, écoutez, pourquoi pas faire une entente avec nous? Si vous choisissez de négocier avec nous, il y a 2 avantages. Le premier, c'est que vous allez négocier avec un pays avec qui vous partagez des valeurs communes, et c'est une occasion unique pour l'Europe de créer un nouveau type d'entente, de nouvelle génération, qui vous servira, dans le fond, de modèle pour toutes les autres négociations. Et le deuxième argument, ça a été de leur dire, si jamais un jour vous négociez avec les Américains, bien, ce serait sage de votre part d'avoir une entente avec le Canada avant, et vous pourrez vous appuyer là-dessus pour négocier avec les Américains. Parce que nous, les Canadiens, on les connaît, les Américains. Les Américains, quand ils concluent une entente de libre-échange, rappelez-vous qu'ils se réservent toujours le droit d'interpréter les règles. Ça s'appelle le pouvoir. Et si vous voulez un exemple, allez revoir les épisodes de Bois d'œuvre et des ententes de Bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis. Et il n'y a pas beaucoup de libre-échange là-dedans. Mais c'était un exercice de pouvoir. Alors, nous, on dit aux Européens, si vous négociez... Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se faire en passant. Alors, les Européens, très habilement, disent aux Américains avec qui ils négocient, bien, dans le cas des zones géographiques désignées, bien, le Canada a signé. Sur les marchés publics, on a conclu une entente avec le Canada. Sur la protection de la culture, on a conclu une entente avec le Canada. Alors, vous voyez où un s'appuie sur l'autre. Mais du côté de l'OMC, essentiellement, c'est que l'OMC, actuellement, est en panne. Est-ce qu'elle sera toujours en panne? On verra. Peut-être que les règles vont évoluer. Les choses changent des fois plus rapidement qu'on le pense. Le tableau actuel est sur le commerce et, dans le fond, les 2 tableaux, encore une fois, je regrette, c'est un peu loin pour ceux qui sont dans le fond de la salle. Ce que vous voyez en jaune, c'est l'évolution du secteur des services dans les accords de commerce. En autres mots, le secteur des services commence à entrer de plus en plus
formellement dans les ententes de libre-échange, alors que traditionnellement, c'était les biens. Et parce que 70 de notre économie au Canada, par exemple, et plus, est faite du secteur des services. Et pour nous, c'est un avantage extrêmement important. Compétitionner avec les Chinois sur la fabrication de vêtements, de souliers, pas facile. Mais dans le domaine du génie civil, dans le domaine de l'environnement, les technologies, là, puis vous l'avez souligné ce matin, dans la portion que j'ai prise sur votre panel, là, le Canada, incluant le Québec, a des avantages. Sur la conjoncture mondiale, alors la Chine s'éloigne actuellement de certains types de production, vous y avez fait référence aussi. Il y a un grand changement puis un grand questionnement en Chine. Puis en passant, un des débats récents de la dernière année, c'est une grande remise en question d'économistes des statistiques que fournissent le gouvernement chinois sur son économie. Alors, il y en a plusieurs qui pensent que les statistiques ne sont pas fiables et que pour cette raison-là, il faut s'en méfier beaucoup. Et donc, la Chine a de toute façon annoncé ses couleurs. Ils veulent se sortir d'une économie qui est sur une base de production lourde vers des biens de consommation, vers un secteur de services. Et cette transition amène la grande question, parce qu'il y a un ralentissement économique, est-ce que la Chine va avoir un hard landing ou un soft landing? La différence étant la brutalité du ralentissement économique. Là, c'est fascinant. Moi, je vous dis, dans mon expérience à moi, je n'ai pas la réponse, mais quand vous parlez aux experts de Chine, vous leur dites, est-ce que la Chine peut avoir une récession? Et je trouve la réponse, moi, toujours fascinante, parce que les économistes disent, la majorité me disent, oh non, ils ne peuvent pas avoir, ils n'iront pas en récession. Je dis, oui, mais ils sont plus endettés qu'ils l'ont jamais été, entre autres, pas le gouvernement central, mais les gouvernements des provinces, et le secteur privé, et les villes. Et en plus, ils ont une bulle immobilière. Et en plus, ils ont un problème de démographie. Mettez tout ça ensemble, là, vous avez les ingrédients qui nous mènent vers une récession, comme on en connaît de manière cyclique. Mais moi, on me donne toujours la même réponse. On dit, ah non, pourquoi? Bien, c'est parce que c'est la Chine. Ah oui? Oui, c'est la Chine. La Chine ne connaîtra pas de récession. Entre vous et moi, je ne suis pas sûr. Les Chinois donnent une meilleure réponse. Ils disent, attention, notre économie à nous est tellement grosse qu'il y a des secteurs qui sont effectivement en recul, mais il y a des secteurs qui sont en croissance, pas en forte croissance, à 15 puis à 14 dans le secteur des services, tandis qu'ailleurs, puis il y a des régions, comme les régions côtières, qui vont mieux, les régions à l'intérieur vont moins bien, et nous, on est dans des politiques d'urbanisation. Enfin, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne fais que partager avec vous cette lecture-là qui nous amène à, par contre, à un environnement où il y a beaucoup de volatilité et d'incertitude sur la Chine. Il y a un rehaussement de certaines barrières commerciales depuis 2008, depuis la crise financière. Les investissements internationaux sont à la baisse ou stagnants. Qu'est-ce qui définit l'économie de 2016 en passant? Et je viendrai à un tableau là-dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de différent d'il y a 10 ou 15 ans? C'est le ralentissement des investissements et le fait que la croissance du commerce est en deçà de la croissance économique actuellement sur la planète. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis une trentaine d'années. Et depuis les 4 dernières années, la croissance du commerce est en deçà de la croissance du PIB mondial. Alors, il y a une nouvelle génération d'ententes de libre-échange qui évolue. Ça, c'est le tableau dont je voulais vous montrer, qui parle de less trade, slower growth. Et là aussi, il y a 2 écoles de pensée. Une école de pensée, c'est celle de Larry Summers, l'ancien ministre des Finances de Clinton, conseiller économique d'Obama, ancien président de l'Université Harvard, qui parle de secular stagnation. Nous sommes dans une période de stagnation sur le plan de la croissance. Et l'autre auteur, le plus récent, s'appelle Gordon, qui vient de publier un livre, un économiste, qui va être un best-seller de l'année pour les économistes, dont la théorie est essentiellement la suivante. Les grands pas en termes d'évolution de croissance économique ont été faits entre 1870 et 1970. Ça inclut l'électricité, puis l'eau courante, puis l'industrialisation. Et dorénavant, la croissance que nous connaîtrons, c'est une croissance lente et une croissance qui ne ressemble pas. Et l'erreur que nous faisons, disent-ils, à nous, c'est de croire et de s'être convaincus que la réalité qu'on a vécue de 1870 à 1970, c'est la norme. Ce n'est pas la norme, c'est l'exception. À cette question-là, il n'y a pas de réponse en passant. Je n'ai pas de réponse et
parce que d'autres économistes nous disent exactement le contraire. Mais le commentaire dans le bas est très intéressant parce qu'à chaque fois que je pointe là, l'image disparaît pour une raison qui... Le taux de croissance du commerce entre 1987 à 2007 a été en moyenne de 7,1 % par année. Et ce que je voulais vous montrer sur le tableau, pourquoi aujourd'hui, actuellement, on a des problèmes, là, c'est ces 4 dernières années-là. Pourquoi l'économie, là, il y a tant d'anxiété? Vous voyez ça, la ligne rouge, c'est la croissance du commerce, c'est-à-dire du PIB, et le commerce est en deçà. Alors que, si vous retournez en arrière, la moyenne a toujours été plus élevée. Et on s'est habitué à ce type de croissance-là. Canada, bien là, on va passer rapidement là-dessus. Quoi qu'il y ait des choses importantes, on est qui, nous? Alors, fondé par les Premières Nations, par la France, la Grande-Bretagne, 2 langues officielles, très important. C'est pas banal, si je le rappelle, c'est parce que j'arrive de l'Afrique de l'Ouest. La capacité que nous avons, Diane en sait quelque chose, notre capacité à nous d'investir des marchés est directement liée à notre capacité de communiquer dans les 2 langues officielles du Canada, ce qui nous donne un net avantage. Par contre, s'il y a une chose dont il faut tenir compte, nous sommes que 36 millions d'habitants. Le marché intérieur est très petit. La conséquence de cela est très simple. À défaut d'avoir accès à des marchés extérieurs, nous ne pouvons pas maintenir notre niveau de vie. Nous sommes, plus que n'importe quel autre pays, peut-être autant que l'Allemagne, dépendants du marché extérieur. C'est quoi la différence entre le Canada et l'Allemagne? Les Allemands sont le premier partenaire économique de tous les pays d'Europe. Nous, on est le premier partenaire économique d'un pays. C'est un long débat chez nous. Depuis 60 ans que nous débattons au Canada le fait que nous sommes trop dépendants du marché américain, avec toutes sortes d'options. Il y a eu, à un moment donné, dans les années 76, le père Trudeau avait développé ce qu'il avait appelé « the third option », qui était de développer notre relation commerciale avec l'Europe. Diefenbaker, avant lui, qui se rappelle de Diefenbaker dans la salle? Vous avez quel âge, vous? Diefenbaker voulait intensifier les relations commerciales avec le Commonwealth, suivi de Trudeau, suivi de... Alors, le problème, c'est l'intégration avec les États-Unis, puis le fait qu'on est très dépendant. Alors, depuis plusieurs années maintenant, nous débattons ce fait-là, et vous le voyez, on est très dépendant du marché américain. Mais nous sommes un pays d'immigration. 20 % de la population canadienne pas née au Canada. À Toronto, 47 % des gens qui habitent la grande région de Toronto sont pas nés au Canada. Je suis une minorité visible à Toronto. Et d'ailleurs, on vit bien avec ça. Aux États-Unis, pour vous donner une idée des proportions, c'est 13 % de la population américaine qui n'est pas née aux États-Unis. On est une fédération très décentralisée. En passant, dans le cas du TPP, une des faiblesses du PTP, devrais-je dire, c'est le fait que les provinces n'ont pas été à la table de négociation et n'ont pas participé directement, contrairement à l'entente avec l'Europe. La grande force de l'entente avec l'Europe, c'est que les provinces sont signataires et ont négocié. En passant, celui qui a négocié pour le Québec, Pierre-Marc Johnson, l'a fait de manière brillante, et c'est lui qui a mené la bataille pour les provinces canadiennes, et on doit à Pierre-Marc, l'ancien premier ministre du Québec, une bonne partie du succès de cette entente de libre-échange avec l'Europe. On est un pays qui est fondé, ça c'est intéressant, sur des valeurs assez conservatrices, pas au sens partisan, mais les Canadiens, incluant les Québécois, sur le plan financier, nous sommes pas juste perçus comme prudents, on est plus prudents que notre voisin américain. La contrepartie de ça, c'est qu'on est moins porté vers le risque. Mais par contre, s'il y a une crise financière et économique, on n'est pas obligé de renflouer nos banques, on a juste besoin de remettre l'image à l'écran. Voilà. Alors, nous avons une économie qui est fondée sur le savoir, ce qu'on appelle un knowledge-based economy. Je disais à M. le recteur il y a quelques instants que le Canada est le seul pays qui possède plus de 3 villes dans les top 12 au monde pour les étudiants étrangers. Montréal est au 8e rang, Toronto et Vancouver. Notre PIB est modeste, très modeste, à 1,5 % du PIB mondial, quoique ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on est un pays qui, en plus, on est béni d'avoir des ressources naturelles. Et le dernier bullet est important, on est un pays dans lequel les gens ont beaucoup confiance lorsqu'ils investissent. Pourquoi le Canada a reçu tant d'investissements dans le secteur de l'énergie dans les dernières années?
avant la crise actuelle, c'est parce que ceux qui avaient à investir voyaient au Canada un endroit où c'était sûr. On est un pays de commerce. Alors, le tableau actuel, c'est la comparaison des volumes d'exportation qui sont par secteur. Je vais passer là-dessus parce qu'on... Et face à la concurrence, on doit diversifier nos marchés parce qu'on est trop concentré aux États-Unis, 70 de nos exportations. Et une fois que les États-Unis, c'est leur perspective à eux, c'est Michael Froman, le ministre et négociateur de commerce d'Obama, qui dit ça. Dans leur perspective à eux aux États-Unis, le PTP, le TTIP, qui est États-Unis-Europe, sera fait. Ça va couvrir de 65 à 70 du commerce mondial. Ici, vous avez le tableau des pays avec qui on a conclu des libres-échanges. Vous avez avant 2006 puis après. Ça vient, ça, du gouvernement Harper. Dans le fond, le tableau paraît impressionnant parce qu'ils ont mis là-dedans les 28 pays de la communauté de l'Union européenne qui ont été faits dans une seule entente. Mais bravo, tant mieux. En fait, j'aurais voulu que le gouvernement Harper, moi, soit plus agressif sur les ententes, les négociations d'entente, mais l'accord avec l'Europe, c'est quand même très significatif. Ils en ont fait un avec les autres pays, avec l'Islande, la Norvège, la Suisse. J'oublie le nom exact de ces 4 pays-là qui sont à l'extérieur de la communauté, avec la Colombie, et on a quand même connu un progrès. Les accords et pourparlers, nous avons des accords de libre-échange, donc, qui sont négociés, mais pas nécessairement ratifiés, PTP en étant un. Corée du Sud, c'est une histoire intéressante. Ça va me ramener à la question que vous avez eue tantôt. Est-ce qu'on perd ou on gagne avec le PTP? Et si vous voulez, je vais prendre un instant pour vous donner ma lecture qui reflète vos propos. Essentiellement, ça revient à un argument massu. Le Canada a plus à perdre en termes de mesures que ce qu'il a à gagner dans le PTP. Si on n'adhère pas au PTP, les risques que nous perdions des parts de marché sont très importants. Et je vous dis ça parce que, en voyant la Corée du Sud, nous avions négocié un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Et au moment où on approche la fin, le secteur automobile canadien, lui, se rebiffe. Les négociations sont suspendues. Pendant ce temps-là, les négociateurs américains concluent leur entente. Conséquence nette pour le Canada et le Québec en particulier, ça a été des pertes de parts de marché dans le secteur du porc en Corée du Sud. Alors, ce n'est pas les gains, dans ce cas-ci, qui nous ont le plus inquiétés, ça a été les pertes. Et là, on a repris le terrain, mais une fois que vous perdez les parts de marché, les risques sont grands, que vous ne puissiez jamais les regagner. Une fois que le client a changé d'acheteur, de fournisseur, vous avez une côte à remonter. Alors, on est en train de négocier. On négocie avec le Japon, quoique c'est plus ou moins vigoureux. Même chose avec l'Inde, Singapour. On est en discussion avec les Philippines, la Thaïlande. Il y a des accords, des accords qui précèdent les ententes de libre-échange, qui sont les accords sur la protection et l'investissement étranger. En anglais, ils appellent ça, l'acronyme, c'est des FIPA. Et ça, c'est dans le fond, c'est l'antichambre d'un accord de libre-échange pour protéger l'investissement. Le Canada et la Chine viennent d'en négocier un. Ça a pris 15 ans avec la Chine. Canada-Philippines, on a une entente de conclue. Thaïlande, Hong Kong, signé, pas encore en vigueur. Et on est en négociation avec l'Inde. Maintenant, situation canadienne. Le PTP, si on y adhère, c'est 40 du PIB mondial. Si l'entente économique, commerciale et globale avec l'Union européenne, à la condition qu'elle soit ratifiée, ce que nous espérons avoir cette année, ça représente 25 du PIB mondial. Et là, entre vous et moi, notre première priorité, elle est là au Canada. Le jour où nous réussissons à conclure l'entente avec l'Europe, le Canada va se trouver dans le milieu d'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. On a accès aux États-Unis et au Mexique vis-à-vis de l'ALENA, plus l'Europe. Et l'Europe, c'est 500 millions d'habitants. C'est le marché de consommation la plus riche au monde. Et les négociations du TTIP, TTIP étant États-Unis, Europe, si c'est conclu, c'est 50 du PIB mondial. L'accord transpacifique, c'est une douzaine de pays. Vous les avez là, vous les connaissez probablement. Et ce tableau-là est très intéressant aussi, parce que c'est le PIB en croissance potentielle de 2013 pour les pays du TPP. Quelle est la croissance potentielle qu'ils ont? Et vous allez voir à quel point la taille joue. Évidemment, c'est aux États-Unis où c'est le plus intéressant. Puis après ça, vous avez le Mexique et le Japon.
un de vos conférenciers disait que si le Japon et les États-Unis ne s'entendent pas ou ne ratifient pas l'entente, évidemment, ça ne se réalisera pas. Et c'est comme ça. D'ailleurs, le Canada devrait commencer à réfléchir à un scénario où les États-Unis ne réussiraient pas à faire ratifier l'entente. Si ça devait être le cas, là, M. Trudeau aurait un scénario très intéressant où lui pourrait proposer aux Japonais de procéder quand même. Et sait-on jamais, ce serait pour le Canada une occasion unique, historique, de développer nos marchés. Les membres, ça a évolué en plusieurs temps. Ça a commencé en 2005 avec 4 pays, suivi avec Brunei, Singapour, Chili, Nouvelle-Zélande, suivi en 2008, ça c'est en 2005, Australie, Pérou, Vietnam se joignent aux négociations. 2010, Malaisie, États-Unis. Après ça, Canada, Mexique en 2012, qui disent aux Américains, dès que les Américains rentrent, ils disent, nous, on dit aux Américains, bien voyons, on fait partie de l'ALENA, vous faites quoi, là? Vous entrez dans cette zone-là, il faudrait bien qu'on y soit, nous aussi. Vous allez négocier des nouvelles règles d'origine dans le secteur de l'automobile, puis notre marché est intégré. Et là, je vous raconte une anecdote. L'ambassadeur des États-Unis, qui s'appelle Jacobson, vient me voir. Moi, à ce moment-là, je suis premier ministre du Québec, vient me voir à Montréal. Je n'oublierai jamais. Il me dit une chose. Il dit, « Monsieur Charest, je veux que vous sachiez une chose. Si vous entrez et vous appuyez les négociations pour entrer dans le PTP, la gestion de l'offre est sur la table. C'est sur la table. Alors, on veut être très clair avec vous. C'est un enjeu, puis c'est un sujet. Le gouvernement canadien, puis nous, on s'est concertés à ce moment-là, on s'est dit, bon, on a compris le message, on va défendre la gestion de l'offre. Et on avait confiance de pouvoir le faire, mais ils nous ont bien avertis que c'était sur la table. Et après ça, le Japon s'est joint aux négociations à la toute fin. Donc, ça n'a pas été une négociation habituelle. Ça a évolué dans le temps et d'une façon assez inusitée. L'entente conclue en 2015, pendant la campagne électorale, et la signature de l'entente, un peu qui a rendu le gouvernement actuel inconfortable parce qu'il fallait signer l'entente, puis en même temps dire, bien, on le signe, mais on n'est pas dedans. Et l'expression que Mme Freeland avait employée, c'est « we're dating but not going out together ». Je vous laisse le soin de deviner comment on arrange ça, mais ça me paraissait compliqué. Un marché de 800 millions de personnes, PIB combiné de 28,5 trillions, 81 des exportations du Canada seraient couvertes par la nouvelle entente. Et là, bien, on couvre des nouveaux sujets. Une des grandes questions, c'est dorénavant, les règles de quelle entente s'appliquent? C'est-tu l'ALENA ou c'est le PTP? Bien, c'est l'entente la plus récente qui va mettre à niveau la précédente. De manière assez simple, là, ça va être ça la règle d'interprétation dorénavant pour la nouvelle entente. Alors donc, ça va couvrir pour nous 51, c'est-à-dire le Canada a déjà conclu des accords avec 51 pays qui couvrent 60 de l'économie mondiale. Ici, Trading Up. Alors, je voulais vous montrer ce tableau-là parce que c'est l'évaluation du pourcentage de changement dans le PIB à 2025 avec le TPP. Alors, où ça a de l'effet? Et là, vous voyez là une règle du commerce qui est très intéressante dans les deux tableaux. Et l'autre tableau, c'est « How the TPP will affect economic growth around the world ». Et je veux juste attirer votre regard vers les lignes qui sont les plus prononcées. Et ça nous rappelle une vieille règle des ententes de libre-échange. Généralement, le plus petit partenaire est toujours gagnant par rapport au plus gros. Je dis bien règle générale. Pourquoi? Parce qu'il peut aller en chercher plus que l'autre partenaire. Et dans le cas du Vietnam, regardez ici le potentiel. Le Vietnam, c'est un pays de 90 millions d'habitants. Ici, c'est la Malaisie. Malaisie, c'est 28 millions d'habitants. Et là, vous avez, les gens vont penser que c'est marginal. 0,1 pour les États-Unis, l'Australie, 0,2, Canada, 0,1. M. Curtis, vous aviez un chiffre peut-être plus élevé, puis il varie ces chiffres-là. C'est pas rien, on le prend, là. On ne refusera pas ça. Sauf que dans les pays en voie de développement en particulier, c'est là où se trouve le vrai potentiel de croissance. Ici, vous avez la Malaisie et le Vietnam, et je ne sais pas pourquoi ils ont inclus la Chine ici, ils ont dû voir des effets dérivés, ce qui n'est pas le cas. Alors, sur le partenariat, on va ajouter, selon le gouvernement fédéral précédent, 3,5 milliards à l'activité économique. Et
Par contre, ils admettent en même temps que ça va être difficile de préciser les retombées exactes de l'entente sur les marchés de l'emploi et ailleurs. Et là, c'est un commentaire général de Sandy Levin, qui est membre du Congrès américain, qui essentiellement fait juste dire ceci. Vous savez, autrefois, quand on négociait les ententes de libre-échange, c'était des tarifs. Mais là, aujourd'hui, quand on négocie le PTP, on négocie Investor State Dispute Settlement Mechanism, les clauses d'arbitrage, les questions de biotechnologie. On est bien loin d'Adam Smith, on est bien loin de la main invisible. On est dans un nouvel univers. C'est décrit ici comme étant the 21st Century Trade Deal designed for global value chains. Vous en avez parlé aujourd'hui. Un des grands changements de notre vie, c'est les chaînes de production se sont mondialisées. C'est très vrai pour le Canada aussi. Et ça change dramatiquement notre perception du commerce et de la façon dont on le gère. Et ici, vous avez une citation très intéressante sur le contexte des valeurs. Le dollar canadien a baissé. Et on s'est beaucoup interrogé sur l'absence de réactivité dans le secteur manufacturier parce que typiquement, on s'attendait à ce qu'il y ait une croissance très rapide des exportations du Canada vers les États-Unis. Mais ce n'est pas arrivé. Là, les derniers chiffres ont semblé montrer plus de vigueur. Mais pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que les chaînes la chaîne de production s'est globalisée. Et parce que les monnaies, l'autre raison, c'est que les monnaies ailleurs se sont également dévaluées. Le peso mexicain. Alors, ce n'est plus comme c'était il y a 20 ou il y a 30 ans. Sur le partenariat également, le commerce, je vous en parlais il y a quelques instants, mondial a ralenti. Ça explique une partie de la morosité économique que nous avons aujourd'hui. Et essentiellement, le deuxième bullet répète un argument que tous les observateurs font, c'est que dans le fond, la vertu de l'entente, c'est de créer un pôle d'attraction en termes d'investissement. Alors, l'autre question qui est très intéressante, c'est la question politique. Vous en avez parlé ce matin. Quand le gouvernement américain adhère au PTP, c'est dans le contexte du Pivot to Asia que fait Barack Obama. Et au départ, on lui demande, est-ce que vous cherchez à isoler la Chine? Le fameux concept américain de containment qu'ils avaient appliqué aux Russes pendant l'Union soviétique, pendant la guerre froide. Containment, c'est donc les retenir. Le gouvernement Obama, à l'époque, dit « Non, ça n'a rien à voir. Non. La Chine n'adhère pas au même système économique que nous, c'est pour ça qu'ils n'en font pas partie. » Or, il y a un an, il y a un épisode décisif qui se passe. Il y a un an environ, c'est au mois de mars. Il y a un projet chinois qui s'appelle le Asia Infrastructure Investment Bank, qui est une réaction au fait que les Chinois, comme les Indiens et d'autres, ont demandé que leur droit de vote à la Banque mondiale soit le reflet de leur poids réel dans l'économie. Et il y a une entente de conclue, ça va au Congrès américain, puis le Congrès américain refuse de bouger là-dessus pendant 5 ans. Ils font rien. Les Chinois, en réaction à ça, avec raison, disent, on va s'en faire une banque, nous. Puis ils font le Asia Infrastructure Investment Bank. Le proposent à leurs partenaires économiques et rien bouge, ou à peu près. L'Australie refuse d'y adhérer. L'Union européenne dit non. Canada, évidemment, non. Les Américains font campagne contre ça. Et l'argument qu'ils font est le suivant. Les Chinois, ça va devenir un instrument politique pour les Chinois, d'influence, jusqu'à ce que l'Angleterre et Cameron, avant les élections, annoncent que lui embarque. Et là, l'embarque est brisé. Dans les jours qui suivent, l'Italie, la France, presque tous les pays d'Europe s'y inscrivent. L'Australie qui avait dit non, qui ont conclu une entente de libre-échange avec les Chinois, disent, mais là, je pense qu'on n'a pas trop le choix. 3 pays, finalement, ont décidé de pas y adhérer. Les États-Unis, le Japon, le Canada. Moi, à ma grande déception, Obama, sur le PTP, change de discours. Et dorénavant, le discours n'est plus « non, c'est pas... » C'est « il faut que vous me donniez, vous, les membres du Congrès, l'autorité de négocier le PTP parce qu'il faut absolument faire un contrepoids aux Chinois. » Et l'enjeu dorénavant est le suivant. Qui déterminera les règles du commerce? Who will decide the rules of trade? Will it be China? Ou us, according to our values. Le discours change à 180 degrés.
Et là, le Congrès américain, effectivement, a donné... D'ailleurs, le même argument va valoir dans le cas des négociations entre l'Europe et les États-Unis. Vous verrez sur la fin, là, c'est exactement le même argument qu'ils feront. Alors, ce n'est pas un enjeu qui est banal, bien au contraire, il y a là-dedans une grande bataille politique. La ratification, eh bien, c'est les Américains vont faire ça à travers le Trade Promotion Authority, en passant une question de détail. Ils ne font pas de traité, les Américains, parce que ça passerait par le Sénat, puis ça ne passerait jamais. Alors, techniquement, ils sont très habiles. Ils ont trouvé une autre façon de faire leurs ententes de libre-échange. Ils le font par Trade Authority, qui exige l'approbation à la fois du Congrès et du Sénat. Et alors que typiquement, ça devrait être uniquement le Sénat qui a compétence sur ces questions-là, et ça se fait par une majorité simple. Et là, bien, il y a la campagne électorale aux États-Unis. Vous êtes témoin comme moi du fait que la majorité des gens s'y opposent. On verra après. À mon avis, il y avait beaucoup d'espoir que le PTP soit adopté par ce qu'ils appellent le lame duck Congress, c'est-à-dire après que les candidats sont choisis, en allant vers l'élection du mois de novembre, il y a une période là où le Congrès américain siège, où il y a une période un peu de grâce, où on est moins sous le joug de la partisanerie, où des choses peuvent se faire. Et l'espoir de ceux qui sont favorables au PTP, c'est qu'elle puisse être adoptée à ce moment-là. Moi, je pense que non. Ça m'étonnerait beaucoup. Et si c'est le cas, bien, il faudra voir après l'élection où on en est. Dans ce tableau-là, vous avez, puis vous ne le voyez pas d'où vous êtes, mais vous avez du côté québécois des biens qui sont touchés par l'entente et dont les droits de douane seraient à peu près éliminés. Sirop d'érable, par exemple, à 17,5 %. Mais il y a également le secteur forestier, le secteur minier qui serait favorisé, le secteur des biens et des services. L'accès au marché sera celui d'un traitement national et il y a des chapitres qui sont précurseurs dans le sens où ils sont nouveaux sur la facilitation des affaires, sur le développement durable, réduction de pauvreté, rôle des femmes, éducation. Pour la première fois, il y a des sujets qui migrent dans les ententes de libre-échange qui, autrefois, horrifiaient les négociateurs de libre-échange. S'il y a une chose qui les horripilait, c'était l'idée qu'il allait y avoir des sujets autres. Mais là, ce que nous voyons comme évolution, c'est des ententes qui incluent de plus en plus ces sujets-là, à raison en passant. Favoriser la promotion des PME et la cohérence sur le plan réglementaire. S'il y a une chose qui change, un message que je vais vous laisser sur les ententes de libre-échange, c'est qu'on est parti du secteur des tarifs qui sont l'enjeu traditionnel et l'élimination qui est la partie facile. Et là, nous allons, tant dans l'entente avec l'Europe qu'avec le PTP, dans l'harmonisation des règlements et des normes, de telle sorte que nous puissions franchir et vaincre les barrières non tarifaires. Alors, on est en train de descendre de plus en plus bas. En passant, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les provinces, les États, les territoires seront de plus en plus interpellés parce que plus on creuse, plus on frappe des compétences qui sont d'un autre niveau. Et ça va présenter un défi. Là, je vous ramène à ce que je vous disais tantôt. Le Canada, c'est le pays un des plus décentralisés au monde. Un pays qui veut avoir une vraie entente avec le Canada doit insister pour que les provinces soient à la table. Alors, sur les enjeux, la gestion de l'offre, on en a parlé. Finalement, l'entente a été une ouverture qui a été plus modeste que ce qui avait été prévu, avec un appui très substantiel du gouvernement fédéral pour le secteur. L'exception culturelle est un point d'interrogation. À première vue, les gens pensaient que le secteur culturel était protégé, mais moi, j'ai revu des textes depuis ce temps-là qui, franchement, nous amènent à nous interroger. Et si le Canada a un sujet sur lequel il doit plancher, c'est l'exception culturelle. Très bien protégé dans l'entente Canada-Europe, mais dans le PTP, c'est moins sûr. Secteur de la forêt, bois d'œuvre ajouté. Alors là, il y a des lettres d'accompagnement également pour certains secteurs, mais c'est un secteur qui va être avantagé. Le Canada comme destination pour les investisseurs, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs qui viennent chez nous et nos partenaires économiques? Je vous ai fait une liste en vrac, mais je voulais vous souligner un secteur en particulier ou une affaire en particulier. La Chine s'intéresse à quoi au Canada? Quand ils viennent ici, ils s'intéressent aux technologies, au transfert de technologies. C'est de ça dont ils ont besoin, le plus. Et chaque occasion de bénéficier d'un transfert, pour eux, est intéressant. Le secteur de l'aérospatial est très intéressant pour eux. Les aliments, l'agroalimentaire pour le Canada et le Québec, c'est un secteur très prometteur dans la mesure où on s'y met. Et le branding canadien est très fort en Chine. Ma fille aînée, moi, habite Hong Kong. On a fait un voyage pour les déménager, mon épouse Michel et moi, il y a 2 ans.
On arrête à Paris parce que j'ai un truc à Paris. Je reviens à l'hôtel. On a une valise, là, un sac là, rempli. Je dis, ma fille venait d'accoucher. Mon épouse, c'est quoi ce sac-là? On n'est pas... Elle dit, c'est du lait en poudre. Lait en poudre? Ils n'ont pas de lait en poudre à Hong Kong? C'est parce qu'ils ont eu il y a un trafic de lait en poudre en Chine. C'est sanctionné, c'est réglementé. Il y a un marché noir du lait en poudre en Chine. Parce que la question de la sécurité alimentaire est très importante. Je vous donne ce contexte-là parce que pour les produits canadiens, ça présente une occasion formidable. Alors, je conclus sur ceci pour le Canada. On est où là-dedans, nous? On devrait se placer, se positionner à quel endroit? J'ai essayé une formulation, je viens de la changer parce que je l'ai un peu mise à niveau. Le Canada a vocation de se positionner comme un grand carrefour pour le libre-échange, les marchés mondiaux du commerce, les investissements et la mobilité de la main-d'œuvre dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Votre panel en a parlé. À mon avis, moi, ça a été mon dada. Je pense que sur cette question-là, nous, on a une occasion unique. Dans le fond, c'est là où on devrait se placer, nous, pour en tirer le maximum et pouvoir, sur le plan économique, en bénéficier. Alors voilà, merci beaucoup. Vous avez été bien attentifs.